Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, un livre, Apprendre à apprendre. On renverse la table du learning et on va en parler avec l'une des autrices, Agnès Alazar-Roule, autrice de ce livre sorti chez Vuibert. Elle est notre invitée dans Bien dans son job. Le Cercle RH, un grand entretien pour s'intéresser à la grande distribution, mais alors sur son versant RSE. On va accueillir Karine Kroos, directrice exécutive justement de l'engagement chez Carrefour. Comment se manifeste l'engagement chez Carrefour et ce concept de transition alimentaire? On lui posera toutes nos questions évidemment et je serai accompagné de Caroline de Senneville, journaliste décideur RH. Voilà le programme tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job pour s'intéresser à un livre important, extrêmement documenté, très riche, Apprendre à apprendre, écrit par Agnès Alazar-Roule et Annabelle Bignon, deux co-autrices, fondatrices de Maria Schools, rue de Richelieu, pour vous dire que j'ai bien lu votre livre, chère Agnès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Agnès Alazar-Roule, livre sorti chez Vuibert, Comment développer les compétences qui comptent. Et en fait, assez rapidement, au-delà du fait que ce livre est extrêmement documenté sur les études américaines, de tout ce qui peut sortir sur les disruptions éducatives, vous vous dites, vous renversez la table. La verticalité qui nous tombe sur la tête et dont on ne sait pas quoi faire, elle est presque dangereuse, si je reprends votre... Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir écrire un livre sur le pas de côté de l'éducation ? Depuis 5 ans en fait qu'on a créé l'entreprise avec Annabelle, on plonge dans tout ce qui nous inspire de la transformation du monde du travail. Et donc, on va puiser dans les sciences sociales, la philo, la psychologie positive, l'évolution du monde du travail. Ça nous anime et on utilise en fait le levier du learning comme un moyen au service de trajectoires réussies pour les collaborateurs. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est rassembler 5 ans de terrain, de tout ce qu'on a expérimenté, mis en place et compris pour en faire un livre un peu manifeste, c'est vrai, parce qu'il nous semble à nous que le learning a une place peut-être plus importante à prendre que ce qu'il prend aujourd'hui. Je veux dire à ceux qui nous écoutent et qui voudront se pencher sur votre livre que ce n'est pas uniquement un livre de conseils pratiques, vous savez, assez classique, avec les petits conseils de l'expert. Non, non, vous allez jusqu'à l'anthropocène. C'est-à-dire que vous nous racontez toute l'histoire de la Terre, vous parlez d'écologie cognitive. C'est-à-dire que vous allez très très loin, je dirais, dans le renversement, je dirais, de ce qu'on a vécu, nous, élèves, depuis qu'on a fait le CP. Oui, parce qu'il nous semble que d'abord, sur le sujet de la formation pour les adultes, il est parfois un petit peu adressé comme... D'ailleurs, le mot n'est pas très bien choisi. La formation, c'est formater, c'est mettre un petit peu tout le monde dans un moule. Or, il nous semble au contraire qu'il faut développer des singularités et que finalement, face à la transformation et l'accélération de la transformation du monde, apprendre à apprendre, c'est en fait la clé. C'est pour ça qu'on parle de boussole. Pour en fait réussir à naviguer de manière à peu près sereine alors que tout change très très vite autour de nous. Avec des petites phrases d'auteurs que vous avez glanées, si et là, Edgar Morin et quelques autres qui sont très très riches. Ouais. Vous parlez de l'IA, parce qu'en fait, aujourd'hui, au-delà du fait qu'il faut peut-être repenser le modèle éducatif, il y a aussi l'IA qui nous arrive en pleine poire. Ouais. Et vous l'évoquez. Et oui, parce comment on fait avec cette bestiole ? Ça pose la question clé, en fait, c'est si l'intelligence artificielle, elle sait tout, et elle répond beaucoup mieux et beaucoup plus vite que nous, à quoi ça sert d'apprendre ? Mais finalement, c'est pour ça qu'apprendre aujourd'hui, c'est une compétence. Bien sûr, c'est aussi un état d'esprit, c'est une posture. C'est celle de l'humilité, c'est celle de savoir dire je ne sais pas. C'est abandonner que le savoir, que le pouvoir, pardon, c'est le savoir. Le pouvoir aujourd'hui, c'est peut-être précisément ne pas savoir. Et s'interroger, se poser les questions. Pour réussir finalement à naviguer et à être à peu près serein. Ce que j'apprends aujourd'hui peut-être sera obsolète demain, mais j'ai confiance dans ma capacité à apprendre et à réapprendre et encore à réapprendre. Page 39, vous évoquez le protocole de désapprentissage. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre déconstruit beaucoup de choses. Et donc, par rapport à ça, on désapprend. Oui, voilà. En fait, on dit, on aime bien cette phrase qui est dire faire, c'est mal faire. En fait, personne ne fait quelque chose pour la première fois en réussissant du premier coup. C'est pas vrai.
Donc, il faut essayer de se mettre en action. Mais pour ça, il faut aussi accepter de ne pas tout savoir. Il faut accepter d'oublier peut-être certaines choses dont on n'a peut-être plus besoin aujourd'hui, en fait. Et c'est OK de faire de la place dans son cerveau pour y mettre autre chose. Et il faut accepter d'itérer, c'est-à-dire d'avancer de manière un peu expérimentale en essayant des choses. Et on dit aussi beaucoup dans le lien, c'est-à-dire dans les relations, les ressources qu'on peut construire autour de soi. Vous évoquez l'IA sur... Alors j'ai trouvé ça, là pour le coup, très amusant, sur les biais, avec toutes les questions qui nous traversent le cerveau. Lisez les pensées ci-dessous et voyez comme elles résonnent peut-être avec vos croyances. J'en cite 2 ou 3. Je vais demander à ChatGPT, ça sera plus rapide, vous l'évoquiez. Je ne comprends pas tout, donc ça doit être moi le problème. Là, je me culpabilise. C'est impressionnant, donc c'est forcément intelligent. J'ai le sentiment, à travers votre livre aussi, qu'on est à l'orée, à l'aune d'une nouvelle ère, enfin, que tout est à réinventer, à réécrire. Oui, nous, c'est en tout cas un petit peu ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on a un peu oublié qu'il y a en chacun de nous une puissance d'agir qui est énorme et qui est un petit peu sous-exploitée parce qu'on nous demande peut-être moins de réfléchir, de nous poser des questions, d'interagir, on nous demande davantage d'exécuter. Et peut-être qu'en fait, en ranimant cette flamme, cette envie de faire, d'agir, en fait, on est capable de faire beaucoup plus. Et il y a aussi un peu de bon sens, je dirais, dans ce qu'on propose. Je note, je parlais d'écologie cognitive, donc vous associez quand même beaucoup de concepts entre eux, vous les faites vivre, vous leur donnez du sens d'ailleurs. Et dans un des chapitres, le 5, vous parlez de la permaculture cognitive. Alors, on a reçu un boulanger paysan de la biodynamie il y a quelques mois qui nous parlait de ses engagements pendant le salon de l'agriculture. Ouais. Vous parlez de permaculture cognitive, c'est quoi? On mélange des plantes entre elles, ça c'est la permaculture? Oui, en fait, c'est l'idée que finalement, et on est très inspiré par Olivier Hamon, l'idée de robustesse des organisations et de s'inspirer de la nature pour voir en fait comment on fait pour grandir, comment font les écosystèmes qui survivent. Et finalement, personne ne grandit jamais seul. Quand on regarde la nature, voilà, elle ne grandit pas seule. En interaction. Exactement, en interaction. Et prendre conscience qu'on fait partie d'un système, c'est passer de ce qu'on appelle de l'ego, c'est-à-dire une vision un peu individualiste de soi et de sa trajectoire, de sa contribution, à l'éco, c'est-à-dire un écosystème dans lequel, en fait, ce qui compte, c'est pas tant les datas, les informations entre les différents points qu'on regarde, mais c'est les interactions. Et qu'en fait, la force, elle est dans les interactions entre les uns et les autres, dans les liens que les uns et les autres peuvent construire, et qui sont ressources en fait pour pouvoir continuer à grandir. Votre entreprise, parce que vous portez Maria Schools, vous avez évoqué votre associé, j'imagine le discours introductif que vous amenez, parce que finalement la formation c'est classique, on met des gens deux par deux dans un couloir, on les fait rentrer dans une salle, on tire un tableau, on écrit des trucs, on ferme l'ordinateur et on rentre chez soi. Ouais. Vous dites exactement l'inverse. Ouais. C'est ce que vous dites aussi à ceux qui poussent la porte. Exactement. Dans toute l'expérience, en fait, c'est vraiment essayer de transmettre le plus possible cette idée qu'on est là pour apprendre à apprendre, et donc cultiver sa curiosité, sa capacité à se questionner. Qu'on va avoir, peut-être pour vous donner un exemple concret, dans une même journée, un intervenant qui dit A et un autre intervenant qui dit B. C'est OK. C'est vrai à la télévision, si on la regarde. Exactement. Et donc, on amène les uns et les autres à s'interroger pour se dire, moi j'ai plutôt confiance en A ou en B. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? C'est A ou c'est B? Voilà, à réfléchir par eux-mêmes plutôt qu'à absorber des contenus. Puis de toute façon, aujourd'hui, tous les contenus sont gratuits sur Internet. Enfin, l'IA va vous donner toutes les réponses. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, on aime bien cette phrase, développer sa souveraineté intérieure dans un monde d'assistance extérieure, en fait. Et d'incertitude permanente. Et d'incertitude permanente, exactement. Et d'accéder à ce qu'on appelle la difficulté désirable. En fait, c'est dur d'apprendre, c'est pas facile. Il faut désapprendre. On est parfois un peu en insécurité, on est vulnérable, on se sent pas forcément, on se sent un peu nul. Mais en fait, c'est peut-être comme ça qu'on réussit à accéder à de nouveaux apprentissages. Avant de nous quitter, quand même, apprendre à apprendre. Enfin, j'imagine qu'il y a des professeurs qui nous écoutent. Il n'y a pas que des DRH et des décideurs. Vous dites quoi? On renverse la table du modèle éducatif? Est-ce que c'est bien possible, ça? Parce qu'on en parle souvent de ça. On l'entend dans des émissions de télévision. Il faut tout changer. Puis on voit que rien ne change réellement. Moi, je ne peux pas m'exprimer sur l'éducation pour les enfants, notamment. Je ne connais pas assez les cibles. Ce livre, il est le fruit aussi de tout ce qu'on remarque chez les adultes. Je pense que chez les enfants, les adolescents, il y a d'autres problématiques probablement aussi à imaginer. En tout cas, nous, on croit beaucoup à l'apprentissage du socle des fondamentaux. Donc, on ne dit pas il faut arrêter d'apprendre, il faut arrêter de faire des études. Au contraire, il faut faire des études. On est convaincu que voilà, il y a un socle en fait qui est essentiel, et qu'ensuite, oui, il faut travailler son esprit critique, sa capacité à penser de manière complexe, sa capacité à créer des liens avec les uns et les autres autour de soi. Lisez ce livre, quand vous l'aurez fermé, vous serez plus intelligent, plus documenté, plus éclairé, en tout cas, sur tous ces sujets d'apprentissage, de learning, pour utiliser un anglicisme. Merci à vous, Agnès Salazar-Roule. Merci Arnaud. Et merci à Annabelle Bignon, qui a coécrit ce livre avec vous. C'est un sacré boulot. Apprendre à apprendre le super pouvoir à l'ère de l'IA, parce que je n'avais pas mis le sous-titre. Édition
Vuibert. Voilà, merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse à travers un grand entretien à la RSE de Carrefour, mais aussi à la transition alimentaire. Tiens, ça fait écho à la permaculture peut-être. Et on accueille justement l'un des membres du COMEX Carrefour. C'est le grand entretien, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler de la grande distribution. Mais alors, en ouvrant la fenêtre de la RSE, de l'engagement, de l'inclusion, de la diversité, et on accueille Karine Kroos. Bonjour Karine. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, directrice exécutive de l'engagement chez Carrefour, une enseigne patrimoniale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On s'intéressera à vous d'abord pour savoir votre parcours, la manière dont vous êtes arrivé chez Carrefour. Et puis je suis accompagné évidemment dans chacune de mes émissions par Caroline de Senneville, journaliste, décideur RH. Bonjour Caroline, c'est un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. D'abord Karine, un tout petit mot, parce que quand on commence à travailler indépendamment de Carrefour sur vous, on se dit tiens, elle a fait Sciences Po, elle a fait l'ENA, est passée par les cabinets, elle a fait d'autres choses, et vous n'aviez pas le profil, je dirais, parfaitement calibré pour rentrer au COMEX de Carrefour. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Qu'est-ce qui vous a attiré là? Je pense que c'est l'envie d'être utile, d'avoir de l'impact. Moi, j'ai passé l'ENA donc, quand j'étais plus jeune, parce que je voulais avoir de l'impact, parce que pour moi, la fonction publique, c'était une manière de changer le monde, et j'en reste convaincue. J'ai travaillé une dizaine d'années à Bercy, où on fait plein de choses magnifiques. Je suis une grande défendeuse du service public, des fonctionnaires qui font des tâches magnifiques. Moi, j'étais à Bercy où je m'occupais du CIRI, les restructurations industrielles, donc tout ce qu'on voit en ce moment, les entreprises en difficulté, la désindustrialisation. Et là, l'État a un vrai rôle à jouer parce que l'État aide les entreprises qui parfois ont des difficultés avec leurs banques, avec des parties prenantes, à faire un peu le go-between entre tout le monde et à sauver des emplois. Donc voilà, il y avait beaucoup d'utilité et j'étais très heureuse pendant une dizaine d'années à Bercy. Avec Bruno Le Maire, j'imagine? Non. Moi, à l'époque, c'était Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie, et Christian Estrosi, pour qui j'ai une vraie passion, qui était un homme très investi en tant que ministre de l'Industrie. À l'époque. Qui a sauvé énormément d'entreprises avec beaucoup d'ambition, d'énergie, de dynamisme. Et Éric Besson, après, qui a également sauvé beaucoup d'entreprises. Exact. Et donc, voilà, je pense que l'État a un vrai rôle à jouer. À l'époque, on avait sauvé 50 000 emplois en 3 ans. Alors, 50 000 emplois, c'est parfois rien à l'échelle de la France. Et en même temps, pour celui qui a pu conserver son job, c'est beaucoup. Juste un mot, comment on bascule? J'ai lu des interviews, Alexandre Bompard dit, mais je souhaitais qu'elle soit avec nous, comme s'il souhaitait aussi mettre du sang neuf, régénérer, apporter une autre image, une autre manière de s'exprimer. Il y avait ça aussi chez Alexandre Bompard, le fait de vous choisir pour diriger l'engagement? C'est possible. Alors après Bercy, moi je suis passée par Veolia, où j'ai passé 10 ans. Là encore, ce sont des métiers qui ont du sens. C'est l'eau, les déchets, l'énergie. On voit bien tous les jours que c'est des sujets majeurs, ces sujets d'accès aux services essentiels. J'ai passé 10 ans là-bas et après j'ai été recrutée par Alexandre, qui en effet, je pense, aime bien avoir une équipe autour de lui très diversifiée, avec des profils complémentaires. Et je pense que ça a énormément de sens d'avoir des gens qui sont des grands connaisseurs du retail, qui ont fait ça toute leur vie, et puis d'autres qui arrivent parfois de l'extérieur avec des visions complémentaires. Donc je pense que ça fait partie des critères de son choix. Caroline, on voulait démarrer avec vous, chère Karine, sur un sujet qui semble être un pilier. D'abord, Carrefour, c'est l'alimentation, pas que ça, mais c'est quand même l'alimentation. Et quand on prépare l'émission avec Caroline, on découvre que c'est un des piliers que vous avez baptisé la transition alimentaire. Oui, agir pour la transition alimentaire, c'est la raison d'être de Carrefour. Comment ça se traduit concrètement dans vos approches d'engagement? Alors, comment ça se traduit concrètement? Ça, c'est vraiment Alexandre Bompard qui était visionnaire, puisqu'il a lancé ça en 2018. Donc, c'était quand même il y a 8 ans. Je pense que désormais, tout le monde fait un peu de la transition alimentaire. Tous nos concurrents le font aussi. Mais en 2018, c'était assez novateur, l'idée de dire qu'il faut que l'alimentation soit saine, quelque part durable pour le climat et à prix accessible. Et ça, c'était vraiment assez visionnaire en 2018. Comment ça se traduit? On a toute une série de piliers, mais alors 3 exemples. C'est il faut que l'alimentation soit bonne quelque part pour la planète. C'est l'exemple du bio. Carrefour a toujours été leader sur le bio. On a pris le virage du bio avant les autres, parce que c'était une grande attente de nos clients. On a été leader sur le plastique, par exemple. La réduction des emballages plastiques, évidemment, ça contribue à préserver la planète. Nos clients, ils sont très sensibles. Et donc, on enlève le plastique où on peut, sur les fruits et légumes, sur des exemples parfois du quotidien. Par exemple, les sous-vêtements. Voilà, les sous-vêtements, avant, il y avait des emballages plastiques. Vous rentrez chez vous, ce que vous faites, c'est qu'évidemment, vous le mettez dans la machine. Donc, le plastique n'a pas de sens. Et objectivement, c'est tout bénéfice pour tout le monde d'enlever le plastique. Et notre dernier combat sur la transition alimentaire, c'est désormais la santé. Ça, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. La santé par l'alimentation, parce qu'on voit que de plus en plus,
quels que soient les pays dans le monde, les gens veulent, en mangeant, essayer de se faire du bien, essayer d'éviter les controverses qu'on entend toute la journée sur toute une série de sujets. Voilà, le cadmium, le sucre. Et donc, Carrefour a toujours pris des positions de leader et de précurseur sur ce sujet qui, pour nous, est vraiment un sujet massif de société. Et tout ça, voilà, je finis sur la transition alimentaire à prix accessible. Parce que l'idée aussi, c'est de l'offrir au plus grand nombre. On se doute bien que plus on a de revenus, plus on peut se permettre d'acheter une alimentation de qualité. Mais ce qu'on veut, nous, c'est que ce soit accessible partout, dans tous nos magasins, à tous nos clients. Donc voilà, c'est ça notre transition alimentaire. Restons un instant sur l'alimentation, parce que Carrefour a aussi créé des filières où on peut même découvrir, quand on fait le QR code sur son poulet, découvrir la tête de l'agriculteur où le poulet a été découpé ou en tout cas élevé. Il y a aussi de ça chez Carrefour, l'idée aussi d'avoir une relation forte avec les agriculteurs qui nous nourrissent. Exactement, parce que ça, là encore, c'est quelque chose qui est gagnant pour tout le monde. Pour l'agriculteur, alors nous, on a beaucoup de contrats pluriannuels sur 3 ans, notamment dans nos filières qualité Carrefour. Donc vous avez un petit logo FQC. Absolument. Et on a quand même 35 000 agriculteurs avec qui on contractualise en France. On est le plus gros contractualiseur, quelque part contractant avec la filière agricole. L'agriculteur, lui, il a de la visibilité sur la durée. Nous, on s'assure d'avoir un approvisionnement français de qualité. Et le client s'y retrouve aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup, qui permet de donner de la stabilité. Et puis je pense que tous ces engagements RSE, on voit bien en ce moment qu'avec le conflit actuel au Moyen-Orient, ils sont d'autant plus importants. C'est quand même un sujet majeur d'être capable d'avoir des filières d'approvisionnement locales sans les transports dans le monde entier. Oui, ça va se compliquer dans les semaines à venir, de toute évidence. Caroline, est-ce que vous vouliez... Les questions d'engagement, vous l'avez évoqué Arnaud en introduction, c'est aussi des questions de diversité et d'inclusion. Vous avez des objectifs assez forts en termes d'emploi de personnes en situation de handicap notamment. Quelles sont vos actions phares en matière de diversité et d'inclusion ? Alors, je pense qu'on a 2 sujets qui nous animent beaucoup. Le premier, c'est le handicap, parce qu'il y a quand même 1 personne sur 8 en France qui est en situation de handicap. Oui. Et je pense qu'on connaît tous dans notre famille et dans nos entourages quelqu'un en situation de handicap. Visible ou invisible. Visible ou invisible, voilà. Et donc, on a pris 2 engagements. Le premier, c'est de recruter massivement des personnes en situation de handicap, d'arriver à 15 000 collaborateurs fin 2026. Donc là, on est en ligne, on est à peu près à 14 200 personnes. Donc il faut encore qu'on en recrute 800 cette année. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui change la donne, de recruter des personnes en situation de handicap chez Carrefour et puis après de faire en sorte qu'elles soient bien dans leur travail. Et puis l'autre sujet, c'est d'avoir des magasins handi-accessibles. On déploie des innovations. Alors après, on baisse le niveau sonore, par exemple. Ça, c'est les heures silencieuses. On s'est rendu compte, ça vient d'un patron de magasin en Argentine qui avait un enfant autiste et qui s'est rendu compte que son fils ne pouvait pas aller faire les courses parce qu'il y a pas mal de lumière, pas mal de son, et donc on baisse. Ça s'appelle les heures silencieuses. Entre midi et 2, c'est ça? Alors on déploie selon les magasins, plutôt dans les heures creuses, pour être honnête, parce que sinon ça fait un peu bizarre pour les clients. Mais donc pendant les heures creuses, et généralement c'est jusqu'à 4 heures par magasin, et c'est plébiscité par tout le monde. On a beaucoup de personnes âgées aussi qui nous disent que c'est plus calme. Moi aussi, la première, tout le monde aime bien. Ça fait du bien à tout le monde. Karine Cross, c'est intéressant ce que vous évoquez, ces sujets-là qui sont des... Quand on parle grande distribution, c'était encore il y a quelques semaines, il y avait la guerre des prix, il y avait ces tensions entre les centrales d'achat et les industriels. Enfin, ça fait l'actualité économique. Comment vous prenez votre place, vous, dans un COMEX où, globalement, l'enjeu, il est business. Il faut que Carrefour dégage de la valeur. Il faut qu'il puisse aussi générer de la valeur. Comment vous prenez votre place dans ces sujets-là ? Je pense qu'il faut qu'à chaque fois qu'on lance une initiative RSE, on ne fait pas ça par conviction, parce qu'il y a des gens qui ont des convictions sur le climat, sur la biodiversité, mais ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Il faut montrer qu'il y a une valeur marchande, sonnante et trébuchante, et donc à chaque fois, on montre qu'il y a de la valeur. Donc un ROI. Oui, exactement. L'exemple parfait, je pense, c'est le végétal. Donc le végétal, c'est les alternatives végétales. C'est remplacer des protéines carnées par des protéines végétales. On l'a lancé pour des raisons RSE, parce que quand vous mangez une assiette de pois chiches, évidemment, ça met moins de CO2 qu'un steak de viande rouge. Mais on se rend compte, évidemment, qu'il y a une appétence majeure de nos clients. On l'a fait aussi pour de bonnes raisons. On a fait 75% de chiffre d'affaires en plus en 3 ans sur les alternatives végétales. On a des familles qui viennent chez nous, parce que voilà, quand on a des enfants, on a de plus en plus d'enfants qui deviennent flexitariens, végétariens. C'est vrai. Si vous savez que chez Carrefour, ce qui est le cas, on a 1500 références sur le végétal, que vous avez plus de choix qu'ailleurs, et ben vous viendrez chez Carrefour faire vos courses pour toute la famille. Et donc à chaque fois, on essaye de traduire une conviction RSE en un engagement business sonnant et trébuchant. Et je pense que c'est comme ça qu'on embarque l'entreprise. Oui, donc c'est de la RSE, de l'engagement connecté au business. C'est ça aussi qui est intéressant dans votre fonction. Connecté au business, et on agit beaucoup sur l'offre. Dans nos nouveaux sujets de santé, on voit bien par exemple l'ultra-protéiné, le skyr, les yaourts enrichis en protéines, ça marche très très bien. Les jambons sans nitrite, qui est un autre sujet
qui est notre passion chez Carrefour. Je pense Enfin, que les les skis gens ont été pointés du doigt il n'y a pas très longtemps. ils ont été pointés du doigt avec parce des qu'ils ont produits ultra exactement, transformés, par ultra ailleurs. transformés. Mais c'est un segment qui fonctionne bien. Et donc quand on le fait pour des raisons RSE aussi, d'avoir plus de protéines en rayon, on a aussi des clients qui l'achètent. Les jambons sans nitrite, c'est la même chose. Ça Et cartonne. donc à chaque fois, on essaye de le. Et notre dernier sujet, c'est de nous greffer en effet dans ces discussions avec les grands industriels. Bah oui. Voilà, quand on parle des. On a lancé des nouveaux contrats RSE conjoints, par exemple avec Coca-Cola. Voilà, Coca-Cola, on a des discussions dures évidemment avec eux pour baisser De le négociation prix de Coca-Cola, commerciale, là, de négociation commerciale. C'est l'équipe achat qui fait ça. Et nous, côté RSE, on essaye de trouver un sujet Donc d'intérêt vous leur commun. dites quoi? Mettez moins de sucre, Alors, donnez-nous la formule magique. on a trouvé le Nature Pack, c'est-à-dire que quand vous achetez un pack de 6 bouteilles de Coca-Cola, Ouais. 6 fois 1,5 litre, donc ça fait quand même 9 kilos, jusqu'à maintenant, vous aviez un blister en plastique Ouais, énorme, absolument. plus la poignée, ça vous fait beaucoup de plastique qui ne sert à rien. Et donc, Coca-Cola a développé en exclusivité pour Carrefour une glue magique. Et donc, vos bouteilles sont tenues par une glue, vous n'avez plus de plastique. Donc ça vous enlève tout le plastique. Et puis quand vous arrivez chez vous, vous faites comme ça, c'est comme un aimant. Et ça se casse pas la ça figure se casse sur pas. le chemin quand on Voilà. est. Et ça, c'est un accord conjoint. On a signé un accord contractuel, revu par des juristes. Eux, ils ont l'innovation et nous, on la teste en magasin, parce qu'il faut quand même la tester en Bah, magasin. évidemment, Ça bien demande sûr. un peu de temps, ça demande... Et donc, voilà, on signe plein d'accords comme ça. On a fait avec L'Oréal, on s'engage à avoir 20% du rayon sous forme de recharge pour les shampoings et les gels douche. Donc là encore, c'est l'innovation de L'Oréal, mais nous, on fait l'effort de le pousser en magasin, alors qu'au début... Et c'est vous qui le dynamisez par ailleurs, c'est vous qui Voilà, c'est sollicitez nous les qui- industriels. Exactement. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et donc ça, on en signe de plus en plus. Et là encore, c'est un sujet très business. Les collaborateurs, parce que c'est intéressant, Oui, et l'engagement, c'est aussi les collaborateurs. Vous l'avez évoqué sur l'enjeu des conditions de travail. La grande distribution n'échappe pas aux problématiques d'absentéisme. Il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques, voilà, avec notamment les femmes qui sont majoritairement hôtesses de caisse. Voilà, quelle est votre approche pour accompagner au mieux ces collaborateurs et limiter les souffrances physiques ou psychologiques d'ailleurs? Alors à chaque fois, on essaye de sonder en interne. On a quand même pas mal de voies de remontée d'informations, ce qui serait le plus utile pour nos collaborateurs. Et typiquement, alors on s'est lancé sur le sujet de l'endométriose, Oui. voilà, pour les femmes chez Ouais. Carrefour, parce qu'évidemment, il y a le sujet de féminisation des cadres dirigeants, comme dans toute entreprise, mais c'est un sujet parmi d'autres pour une femme qui travaille chez Carrefour. Et l'endométriose, évidemment, il y a beaucoup de femmes qui venaient en souffrant. Donc on a lancé une initiative où une femme qui souffre d'endométriose lourde a 1 jour de congé par mois, payé par Carrefour, donc ça fait quand même 12 jours par an. Donc, dans la grande distribution, c'est quand même pas rien d'avoir 12 jours, pour que le jour où elle souffre, elle reste chez elle, plutôt que soit d'aller au travail en se tordant de douleur, soit de ne Donc pas elle venir prévient avec son une journée de manager. carence. Elle le prévient. Et tant qu'elle a une reconnaissance de sa maladie, elle peut avoir 12 jours de congé en plus. Et ça, c'est une vraie source de bien-être au travail. Parce qu'en effet, on parle assez peu de ce sujet de la santé des femmes. Et donc, nous, on s'est beaucoup investi sur le sujet de la santé des femmes. On a beaucoup de femmes chez Carrefour, plus de femmes que d'hommes. On est à 52%, 48%. Et on s'est dit, qu'est-ce qui leur ferait vraiment du bien au quotidien? Et voilà, c'est comme ça qu'on a lancé ce sujet-là. Un mot sur les collaborateurs et collaboratrices. On est à cheval dans l'engagement sur les enjeux RH. Oui. Forcément, vous avez des échanges avec les RH. Comment on fait pour garder des collaborateurs, les maintenir en poste? Parce que tout secteur est sous tension de recrutement, tout secteur a des difficultés et peine à recruter. C'est aussi la politique d'engagement. Comment on fait pour retenir ces collaborateurs? On leur parle des enjeux de prévention en santé mentale, on les aide sur des sujets de leur vie quotidienne. Comment on fait? Je pense que c'est tous ces sujets-là qui font un peu le supplément d'âme, qui font que les gens restent. Alors, pas tous, hein, parce que comme tout le monde, on a du turnover. Mais en effet, des sujets comme l'endométriose, ça marche beaucoup aussi sur les jeunes générations. On s'est rendu compte que Carrefour faisait partie des entreprises préférées chez les jeunes diplômés, parce qu'en effet, il y a ce sujet, la transition alimentaire, qui donne du sens. Et donc, à chaque fois, on fait toutes ces politiques pour l'externe, pour nos clients, pour nos actionnaires, nos investisseurs qui le demandent, mais aussi beaucoup pour l'interne. Ça plaît beaucoup. Alors, ça n'empêchera pas qu'il y a des gens qui changent tous les jours, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que ça donne un petit supplément d'âme où souvent, quand on lance des initiatives en interne, notamment sur les sujets de diversité et inclusion, ça plaît beaucoup en interne aux personnes concernées. Et ça, on essaye à chaque fois d'avancer sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas toujours coûteux pour l'entreprise, mais qui sont une forme de reconnaissance de l'identité de chacun. On les écoute. On les écoute. On essaye de faire la chose qui nous semble le plus pertinent. On parlait de handicap invisible. C'est un vrai sujet de société. Bien sûr. Toutes Et ces la personnes- reconnaissance. Et la reconnaissance. Qui est un autre sujet. Et donc ça, on en parle beaucoup. Par exemple, au mois de juin, on lance un mois sur la sclérose en plaques. C'est une maladie qui est très peu connue. Mais voilà, Très au mois de juin, douloureuse. ça sera la sclérose en plaques, parce que les gens qui en ont une, ça se voit pas toujours au début, n'osent pas en parler. Et donc, à chaque fois, on essaye de faire progresser un certain nombre de sujets. Avant de nous quitter, je sais qu'on sort de votre champ lié à l'engagement, mais c'est aussi une réflexion qui doit traverser tout un comex d'une entreprise aussi importante que celle qu'est Carrefour.
l'avenir des hypermarchés. Parce que c'est un grand sujet qui est posé, c'est la manière dont ces mastodontes de la consommation sont parfois remis en question par les consommateurs. Et ça aussi, ça a trait à l'engagement, à l'écologie, au bilan carbone sur lequel vous faites beaucoup d'efforts. Comment vous regardez ce sujet-là ? Alors nous, notre PDG l'a dit plusieurs fois, il est convaincu de l'avenir de l'hypermarché. Nous en sommes tous convaincus. Je l'ai entendu aussi. Exactement. Quand on va dans un hypermarché, je pense qu'on le voit. Il y a toute une série de choses quand même qui font une forme de commerce vraiment qui plaît aux gens. Il y a la largeur d'offres. Quand vous vivez dans Paris, voilà, vous avez généralement des surfaces qui sont plus petites. Dans un hypermarché, vous avez une largeur d'offres qui plaît à nos clients. Vous avez le prix le plus bas. Et vous avez aussi des hypermarchés où on fait attention désormais justement à la consommation d'énergie. Ils ont quasiment tous des bornes de recharge électrique, des panneaux photovoltaïques. Et nous, on est convaincus de l'avenir de l'hypermarché. Et c'est vrai qu'il y a quand même à condition de savoir l'animer. Et donc, on fait aussi de plus en plus d'animation en magasin. On le réinvente à l'intérieur. Il faut le réinventer. C'est ça. Mais le format en lui-même est un format d'avenir. On en est vraiment convaincus. Donc, on réécrit, l'histoire qu'on va vivre à l'intérieur. Exactement. J'ai vu qu'il y avait des corners qui se resserraient. On a de plus en plus de espaces. corners. Maintenant, vous avez par exemple des corners de sushi dans tous nos hypermarchés. Vous C'est avez vrai. toute une série de corners d'animation avec des marques, souvent des marques engagées. Ça aussi, on a beaucoup de marques engagées qu'on met en magasin. Et je pense qu'il y a cette forme de vie, malgré tout, de proximité qui plaît beaucoup à nos clients. Caroline, peut-être un dernier mot. Peut-être revenir un petit peu sur la formation des collaborateurs aux enjeux RSE. Vous avez beaucoup évoqué la mise en avant du bio, de produits de consommation responsable. Voilà, quelles sont vos approches, notamment pour les équipes en magasin sur Alors, on sujet fait beaucoup de formations. On a fait beaucoup de formations qu'on essaie de faire les plus pratico-pratiques possibles. On a à la fois un dispositif où on a tous nos collaborateurs qui ont un bonus sont incentivés sur la RSE, donc ça c'est un moyen de faire bouger les 15%. lignes. Exactement. C'est ça, Voilà. Quand vous avez un bonus, vous avez une partie de votre rémunération avec la RSE, avec 16 indicateurs qui vont du handicap, évidemment, des sujets diversité inclusion, la part du bio, la pêche durable. Donc toute une série d'indicateurs et puis beaucoup de formations, mais vraiment très concrètes. Parce que je pense que sur tous ces sujets de RSE, il faut à la fois être très business et en même temps très concret. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on déteste chez Carrefour, c'est la RSE un peu stratosphérique avec des grandes déclarations. Il faut vraiment montrer. Et je pense qu'en effet, un collaborateur conforme justement aux nouveaux modes de consommation, à la lutte contre au le PFT, gaspillage. à la lutte contre le gaspillage, tout le monde est ravi parce que voilà, on se dit que on fait mieux son travail à la fin de la journée. Il nous reste un peu moins d'une minute. La situation internationale, vous l'avez évoqué en expliquant qu'il fallait évidemment aller se sourcer au plus près avec des agriculteurs, des maraîchers. Elle vous inquiète, vous le COMEX ? Je pense qu'on est relativement, peut-être, j'allais dire, moins exposé que d'autres, je ne sais pas. En tout cas, sur ma partie à moi, j'allais dire qu'il y a la partie un peu RSE. On a beaucoup, il y a une par exemple, opportunité peut-être de votre exactement, côté. on a beaucoup d'achats d'électricité verte, par exemple. Nous, maintenant, c'est 25% de la consommation de Carrefour. On l'a fait pour de bonnes raisons environnementales. Eh bien, on est bien content maintenant d'avoir de l'énergie verte. Carrefour Brésil, par exemple, a signé la semaine dernière le plus gros contrat d'approvisionnement en énergie solaire de tout le Brésil. Personne n'avait signé ça avant. On le fait pour de bonnes raisons. Pour Donc limiter approvisionner l'empreinte que de par le CO2. soleil. Que par le soleil. Et au Brésil, évidemment, c'est assez facile. Malgré tout, c'est quand même 25% de la consommation de Carrefour Brésil. Et ça les prémunit contre l'augmentation du prix de l'électricité, du prix du gaz. Donc évidemment, il y a toute une série d'impacts négatifs de la crise actuelle. Mais sur les sujets RSE, je pense qu'on se rend compte d'autant plus de l'utilité de pousser. C'est d'ailleurs ce que disent en ce moment tous les gens un peu spécialistes de ces sujets de transition énergétique. Oui, avec la problématique des transports routiers quand même qui viennent livrer les établissements. Exactement. Ce sujet-là, il est posé. Caroline, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ? Bon, on va saluer Karine Cross de nous avoir rendu visite. Merci d'avoir pris le temps de nous éclairer sur votre mission. Vous avez trouvé du sens, ça y est, vous avez trouvé le sens, puis vous évoquiez le sens. Ah oui. Vous y êtes, vous êtes pleinement. Pleinement épanouie. Très heureuse. Merci Karine Cross de nous avoir rendu visite, directrice exécutive de l'engagement au sein du groupe Carrefour. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous, Caroline, d'avoir partagé cette émission. Comme d'habitude, merci aux équipes qui étaient derrière dans l'ombre. Nicolas Juchat, évidemment. Merci à notre ami ingénieur du son et merci à notre ami réalisateur Mani Pezek. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.